Mais je dors beaucoup plus facilement avec 50 milliards de dettes qu'avec les premiers 50 000 francs français de dettes que j'ai contractés quand j'ai créé mon entreprise en 1991. Cet homme, c'est Patrick Drahi, l'un des plus grands hommes d'affaires français et l'une des plus grandes fortunes du pays. Mais surtout, il est connu pour être l'homme le plus endetté de France, puisqu'il doit plusieurs dizaines de milliards d'euros. Alors, vous vous demandez sûrement comment c'est possible. Bien, pour le comprendre, il faut que je vous raconte son histoire. Celle d'un surdoué, né au Maroc, diplômé de Polytechnique, qui a bâti un empire à coups d'acquisitions éclairs, mais surtout de montagnes de dettes. Un génie des maths, qui n'a peur de rien et à qui les plus grands banquiers ont littéralement prêté des milliards les yeux fermés. Salut à tous, c'est Dylan, j'espère que vous allez bien. Pour Actionnaire, aujourd'hui, je vais vous raconter la folle histoire de Patrick Drahi. Mais avant tout, vous êtes 95% à nous regarder sans être abonnés. Alors vous le savez, c'est super important pour nous, pour que l'on puisse développer ces formats. Donc merci beaucoup à tous ceux qui prendront 3 secondes pour vous abonner à notre chaîne. Patrick Drahi naît le 20 août 63 à Casablanca, au Maroc, de parents profs de maths. Il va étudier au prestigieux lycée Lyautey, fréquenté par la haute bourgeoisie marocaine, et ça ne vous étonnera pas, il est brillant. D'ailleurs, pour l'anecdote, alors qu'il n'a que 11 ans, ses parents lui délèguent déjà la correction des copies de leurs élèves, et a priori, le jeune Patrick ne fait pas d'erreur. En 78, à l'âge de 15 ans, sa famille va quitter le Maroc pour s'installer en France, à Montpellier. Et là-bas, il rejoint le lycée Joffre, où il passe le bac d'ailleurs avec un petit peu d'avance, dès 16 ans, et il va enchaîner une classe prépa en mathématiques. À la sortie, il intègre Polytechnique, la première école d'ingénieurs française, mais il faut savoir que là-bas, c'est un petit peu un oiseau rare. En fait, quand la plupart de ses camarades viennent de lycées parisiens et rêvent de devenir ministre ou capitaine d'industrie, lui, c'est plutôt le provincial, né à l'étranger, et surtout qui a un rêve, entreprendre et devenir riche. Et son rêve à ce moment, c'est que les intérêts dégagés de sa fortune dépassent le salaire du PDG de Peugeot de l'époque, un patron emblématique, Jacques Calvet. Alors oui, vous le verrez, Drahi, c'est un grand ambitieux. Il enchaîne avec Télécom Paris, dont il est diplômé en 83, et où il commence à se faire son petit réseau, puisqu'il côtoie Olivier Huard, devenu le patron de TDF, un géant des télécoms, ou encore Marc Damon, l'un des dirigeants de Thales. Et à la sortie de l'école, il va se diriger vers Philips, où il travaille sur les récepteurs satellites. Mais il ne veut pas juste être ingénieur, dans sa tête, un autre plan se dessine. Il veut devenir milliardaire. Il le sait, ce n'est pas chez Philips que ça arrivera. Et un jour, il va tomber sur un classement Forbes. Il l'épluche, et là, quelque chose l'intrigue. Beaucoup de ces milliardaires ont un point commun. Un secteur qui est complètement inconnu en France, a priori peu sexy, mais très lucratif. Et ce secteur, il faut que je vous en parle parce que ça a son importance. C'est celui du câble. Le câble, en fait, on parle bien des réseaux qui permettent de distribuer des services de communication comme la télé, Internet ou le téléphone via des câbles physiques plutôt que par antenne. En clair, c'est un peu le haut débit de l'époque qui est moins cher que la fibre optique qu'on connaît aujourd'hui. Et dans les années 90, il faut savoir que le câble explose complètement aux États-Unis. Et là-bas, il y a un homme qui fait sensation dans le secteur, c'est John Malone. Un véritable titan des télécoms et rapidement le nouveau modèle de Drahi. En France pourtant, le câble ne passionne personne. Personne ne voit le potentiel, mais lui si. Il ne tarde donc pas à quitter Philips pour créer sa première entreprise en 93 à seulement 30 ans, Communications Media Associates. Et ses ambitions sont claires. Il veut devenir le premier concurrent de France Télécom. Mais pour créer des réseaux de câbles, il a besoin d'argent, de beaucoup d'argent, et il n'en a pas. Il part donc aux États-Unis pour rencontrer de riches industriels. Comme ça, il convainc la famille Rifkin de financer un premier réseau câblé dans le sud de la France, à Cavaillon, puis la famille Schneider d'investir dans un réseau à Marne-la-Vallée. Mais les galères commencent seulement, parce que là, vraiment rien n'est joué. Concrètement, il doit aller convaincre les maires et les habitants de chaque ville de faire creuser des tranchées et y installer des câbles très coûteux. Et il explique même qu'il a fait des réunions municipales devant 3 grands-mères, selon ses propres mots. Mais les problèmes s'enchaînent et surtout, ces projets coûtent vraiment très cher. Son entreprise CMA n'a pas les moyens de suivre les augmentations de capital menées par les actionnaires américains dans les projets. En fait, pour bien comprendre, prenons un exemple. Le projet de Cavaillon a un total de 100 actions à 1 euro l'action. Et CMA en détient 50. Autrement dit, CMA en a pour 50 euros, donc la moitié du capital. Pour faire rentrer de l'argent, ces 2 projets doivent émettre de nouvelles actions. Le capital passe de 100 à 150 actions.
Mais mécaniquement, si CMA ne rachète pas de nouvelles actions, les 50 € investis ne représentent donc plus que 33% du capital total, plus 50%. Bref, vous l'aurez compris, Drahi et son entreprise CMA sont donc dilués. Mais c'est là où il est fort, parce que par un tour de passe-passe, il réussit à maintenir sa participation à 5% dans le projet de Marne-la-Vallée. Et quelques années plus tard, en 99, les Schneider introduisent en bourse leur réseau câblé en Europe, réunis dans une société, c'est UPC. Et d'ailleurs, il confie la direction européenne à Drahi lui-même. UPC réussit à lever 1,2 milliard d'euros pour racheter des câbles à l'appel, et à ce moment, Drahi sent quand même le vent de la bulle Internet tourner. Il décide donc de leur vendre ses participations dans ces réseaux, valorisées déjà à 150 millions de francs. Et donc finalement, à tout juste 36 ans, Patrick Drahi devient multimillionnaire. Il a compris qu'il avait choisi plutôt la bonne voie pour figurer sur Forbes. À ce moment, tout lui réussit. On est en 2000, la France propose 2 fréquences nationales pour une technologie de haut débit sans fil, ce qu'on appelle la boucle locale radio. Concrètement, ça permet de fournir des services de télécommunication comme l'accès à Internet, haut débit, sans câblage physique. Et Drahi veut absolument remporter ces fréquences. Il part donc s'associer avec Energy et Wendel pour proposer un investissement absolument phénoménal et complètement irréaliste à 2,7 milliards d'euros. Le trio réussit à convaincre le régulateur de cet investissement et obtient la fréquence. Et là, le coup de poker est réussi. La bulle Internet explose. Les télécoms entament une période super compliquée et UPC finit par se mettre en faillite 2 ans plus tard. Mais Drahi avait vu juste et a déjà encaissé son chèque. 2 ans plus tard, au mois d'août, Patrick Drahi passe à la vitesse supérieure. Il crée sa propre société. Son nom, c'est Altice. Et dès le départ, il ne veut pas se lancer seul. Il s'entoure de pointures du secteur, dont Bruno Moineville, le patron de RCF, et Armando Pereira, celui de Sogetrel. Il leur cède à chacun 20% du capital. Tout simplement parce que Drahi a une règle d'or, toujours avancer avec des soldats loyaux. Des hommes en qui il a une confiance absolue. Et d'ailleurs, Pereira sera un allié crucial pour l'ascension de Drahi. C'est l'homme du terrain qui va, par exemple, se faire une énorme expérience avec les entreprises du BTP qui posent le câble, justement. Bref, l'homme d'affaires se constitue un petit cercle de fidèles collaborateurs, mais pour autant, il tient à rester le patron. Personne, à part Pereira, n'a le droit de le contredire en public selon un proche. Alors, avoir une équipe de soldats à ses côtés, c'est bien, mais le nerf de la guerre, vous le savez bien, c'est surtout l'argent. Donc, il va lever 28 millions d'euros, notamment auprès de la Société Générale, pour financer le rachat de son premier câblo-opérateur en Alsace, Vidéo Communication. Et très vite, Drahi comprend qu'il tient un coup à jouer en France. Là où les Américains ont déjà flairé le potentiel du câble, l'Hexagone, lui, est à la traîne. Et ça, pour lui, c'est une opportunité en or. En fait, à l'époque, il faut savoir qu'il y a 23 opérateurs qui se partagent le territoire. C'est un vrai puzzle, mais Drahi va les avaler un par un. Il rachète tout à prix cassé, en négociant de manière ultra agressive. On parle de Numéricable, puis TDF Câble, et même France Télécom qui deviendra plus tard Orange. Et résultat, dès 2004, il contrôle déjà la moitié du marché du câble français. Il fait alors une opération historique, puisqu'il se rend chez Lehman Brothers et Morgan Stanley pour lever 1,8 milliard d'euros et racheter tout simplement l'autre moitié des câbles français. En 4 ans, il détient 99% du câble, ça devient un vrai mastodonte. Et selon un ancien salarié, c'était le seul à croire au câble quand personne n'y croyait plus. À ce moment, c'est indéniable, il est le roi du câble français, mais il est à la tête de dizaines de réseaux très différents, de la technologie aux offres clients, en passant par les logiciels de facturation. Et donc, mécaniquement, la qualité du service client n'est pas vraiment au rendez-vous et le taux de désabonnement est énorme. Bref, là, c'est un chantier titanesque qui attend Drahi pour intégrer toutes ces boîtes, harmoniser les réseaux, faire tourner la machine, un vrai casse-tête logistique. Mais ce qui est fou, c'est que Drahi est un vrai bourreau du travail puisque ça ne l'arrête pas. Au lieu de lever le pied, il accélère, il continue d'acheter encore et même à l'étranger. Et pendant qu'il enchaîne les deals, ses directeurs généraux tombent comme des mouches, incapables de suivre le rythme infernal, ils vont démissionner les uns après les autres. Mais ces acquisitions, il n'y a pas de secret, il continue de les acheter en s'endettant. Et en quelques années, Altice est endetté jusqu'au cou. Mais en 2015, il est quand même le patron français le mieux rémunéré et devient l'une des plus grandes fortunes de France. En parallèle, il investit massivement dans l'immobilier, il achète plusieurs propriétés en Suisse, une villa dans le 16e arrondissement de Paris, un appartement à New York. Mais il faut bien comprendre que pour réussir tout ça, il applique une méthode très précise.
Alors faisons un point sur la méthode Drahi. En fait, d'abord, il va se pencher sur des réseaux câblés, mal gérés et assez peu chers. Alors pour les acheter, il s'endette souvent à hauteur de milliards. Mais comment arrive-t-il à convaincre les banquiers de lui prêter de telles sommes? Tous ses collaborateurs, y compris de grands banquiers d'affaires, racontent la même chose. Drahi a un sens du calcul hors norme. Et face aux banquiers, il déroule des raisonnements mathématiques implacables pour expliquer ses montages financiers. En fait, tout paraît limpide et logique, à tel point que les banquiers plongent. Mais il faut dire qu'il sait aussi les flatter là où ça compte, la rémunération. Et sur ce point, il ne discute jamais. L'homme d'affaires ne négocie jamais les tarifs qui lui sont demandés par les banquiers. D'ailleurs, ceux qui l'ont croisé en dehors des bureaux le décrivent souvent comme surprenant. Lors des dîners d'affaires, il peut se montrer charmeur, presque décontracté. Il tutoie très vite, il crée une proximité immédiate. Mais Drahi reste redoutable. Il est très précis sur les chiffres et surtout brutal sur la négociation. Puis il y a son look, rien à voir avec le costume-cravate habituel des grands patrons. Drahi débarque souvent en jean avec une simple swatch au poignet. Bon, mais une fois l'entreprise rachetée, il la restructure complètement en coupant les coûts sans état d'âme. Il est d'ailleurs extrêmement agressif dans la négociation de ses dettes et de ses contrats. Une fois aux commandes, son objectif est de réduire les coûts de 30%, ce qui lui vaut d'ailleurs notamment le surnom de Monsieur 30. Et pour ça, il s'attaque notamment aux plus hauts salaires qu'il n'aime pas payer. Drahi garde toujours dans un coin de sa tête une phrase de son modèle, John Malone: « Dans les affaires, soit tu dévores, soit tu te fais dévorer ». Et tout ça, c'est pour permettre à ces entreprises de faire plus de bénéfices, plus de résultats, dans le but de faire remonter du cash à Altice, ce qui va donc lui permettre de payer la dette. C'est un mécanisme assez connu qu'on appelle dans le jargon un LBO ou leverage buyout. Je vous donne un exemple. En 2014, il va surprendre la France entière en rachetant SFR. Alors, petite parenthèse là-dessus, parce qu'il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, quand Altice rachète SFR au groupe Vivendi, le groupe Vivendi lui-même est 10 fois plus gros que l'entreprise de Drahi. Alors, vous l'aurez compris, il est plutôt audacieux. Mais un autre mastodonte, le groupe Bouygues Télécom, est sur le dossier. Ils vont se battre à coups de surenchère et c'est finalement Altice qui remportera la bataille en déboursant pas moins de 17 milliards d'euros. Par des mécanismes plus ou moins complexes, il va financer cette somme colossale quasi exclusivement en s'endettant, notamment auprès de banques en leur promettant monts et merveilles. Et surtout, comme je vous le disais, il ne négocie pas les contrats des banques qui l'aident. Et comme ça, Morgan Stanley percevra 100 millions de dollars de commission dans le rachat de SFR. C'est absolument colossal. Et ensuite, il est passé à son étape préférée, comme pour ses précédents rachats, couper les coûts. Concrètement, en moins de 10 ans, les effectifs de SFR vont passer de près de 15 000 à moins de 7 000 salariés. En particulier, les salaires au-dessus de 150 000 euros par an sont dans son viseur. Et le service client est délocalisé au Maroc, où les salaires sont plus bas. Mais c'est pas tout, puisqu'il s'attaque à tous les contrats passés par la société. Par exemple, il apprend qu'une étude de quelques dizaines de milliers d'euros a été commandée au sujet d'un projet d'acquisition. Pour lui, c'est clair, hors de question de payer si cher, il n'y a pas de petites économies. Il retire aussi les mandats de signature. Concrètement, chez SFR avant, ils étaient 120 à pouvoir engager plus de 100 000 euros de dépenses. À son arrivée, à peine 3 personnes valident les montants dépassant 10 000 euros. Et ceux qui prennent un coup, c'est aussi les fournisseurs, qui reçoivent tout simplement une lettre pour leur imposer une baisse des prix de 30%, sinon quoi, ils ne seraient pas payés. C'est fou, mais en 2017, Bercy fait état d'une rétention de trésorerie illicite chez SFR à plus de 72 millions d'euros, ce qui est la plus élevée jamais relevée. Plus globalement, Drahi insuffle dans les bureaux de SFR une dynamique d'exécution rapide. Pas de réunionnite, il n'y a pas de grande direction générale, mais des décisions rapides. La première année, grâce à sa méthode, l'EBITDA, soit pour faire simple, le bénéfice avant impôt, passe de 500 millions d'euros à plus d'1,4 milliard. Bon là, à ce rythme-là, les 17 milliards seront assez vite remboursés. Et cette année-là, Patrick se pense invincible. Il part à la conquête du Portugal, où il met la main sur l'opérateur historique Portugal Telecom. Quelques mois plus tard, il se lance de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, où il rachète 2 opérateurs, Cablevision et Suddenlink, pour 17 et 7 milliards de dollars. Et la frénésie des acquisitions, vous le verrez, ne s'arrête pas là. En parallèle, il se met à s'intéresser aux médias. Au début des années 2010, le secteur est en pleine transformation avec l'émergence de contenus en ligne. Et surtout, en fait, il comprend qu'il y a des synergies, de très fortes synergies à faire entre les télécoms et les médias.
Parce que par exemple, les entreprises de télécom ont des infrastructures qui leur permettent de distribuer les contenus des médias. Puis évidemment, en digne milliardaire, il sait que détenir des médias lui permet d'étendre son influence sur le territoire. En 2014, il va jouer sa première carte en rachetant Libération. Drahi met 14 millions d'euros sur la table, il sauve le journal français. Mais une fois aux manettes, comme d'habitude, il applique sa stratégie. Au total, plus de 100 salariés quittent le journal et les coûts sont allégés en quelques mois. Dans la foulée, il met la main sur le groupe Express Expansion, dont il ne garde que l'Express, puis il rachète Next Radio TV. Ça s'arrête pas là. En 2015, il rachète BFM TV et RMC Média pour environ 800 millions d'euros, là aussi un énorme coût. Mais bon, il faut bien savoir qu'à coup de millions, voire de milliards, vous vous en doutez, la dette gonfle. En 2017, Altice croule sous une dette de 51 milliards d'euros. Et à ce moment, il est auditionné par le Sénat et il lâche cette fameuse phrase qui deviendra historique. Alors je peux vous dire qu'aujourd'hui on me critique sur mon niveau de dette, mais je dors beaucoup plus facilement avec 50 milliards de dettes qu'avec les premiers 50 000 francs français de dettes que j'ai contractées quand j'ai créé mon entreprise en 1991. Bon, vous le voyez, une façon, on va dire, provocante de se dire certain de rembourser sa dette. Mais ça, c'était en 2017 parce que depuis, les choses ont bien changé. Le problème, c'est que progressivement, vous le savez, l'inflation sur ces 3-4 dernières années a remonté en Europe, ce qui a donc poussé la Banque Centrale Européenne à augmenter ses taux d'intérêt. Donc le remboursement des dettes devient donc beaucoup plus compliqué pour Drahi. Concrètement, les nouveaux crédits coûtent beaucoup plus cher et dépassent la rentabilité d'Altis. Donc les remboursements futurs deviennent difficiles. En parallèle, SFR, qui est devenu le poids lourd d'Altis, connaît là aussi des difficultés majeures. Des pannes de réseau, le service client dégradé, des hausses de prix, bref, l'opérateur perd des abonnés et ses revenus diminuent. D'autant qu'en parallèle, l'arrivée de Xavier Niel avec Free en 2012 a fait trembler le marché avec ses prix cassés. Le 3 novembre 2017, Altis publie ses résultats trimestriels et c'est l'hécatombe. Les performances de SFR ne sont pas du tout au rendez-vous et les investisseurs, pris de panique, quittent le navire. Le titre perd la moitié de sa valeur en 2 semaines en bourse parce que oui, si Drahi a une vision, une précision mathématique et un culot hors pair, il n'est pas vraiment doué pour le marketing et la gestion d'entreprise. En quelques mois, la dette explose et atteint même les 60 milliards d'euros, même s'il faut préciser que ce chiffre est un petit peu faussé parce qu'en fait, il tient compte de la dette d'Altis aux États-Unis, une entité qui n'appartient à Patrick Drahi qu'à hauteur de 18%. Bon, vous l'aurez compris, il reste quand même très endetté. Et cette fois, Drahi comprend qu'il atteint un niveau de dette insoutenable. Il doit la réduire et vite. En 2024, durant l'été, Altis vend sa branche média à CMA-CGM, le groupe de Rodolphe Saadé, pour 1,5 milliard d'euros. Et après d'autres opérations de cession, la dette du groupe tombe à 24 milliards d'euros. Mais elle reste malgré tout incontrôlable. Les taux d'intérêt sont trop élevés. Altis est donc dos au mur, doit réduire sa dette à tout prix. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Le groupe lance les hostilités et annonce aux créanciers que les actifs vendus ne leur seront versés que s'ils acceptent une réduction de dette. Alors face au chantage, les créanciers s'organisent en coalition. Les deux camps vont se retrouver lors de plusieurs réunions place Vendôme, à 50 créanciers contre 5 cadres d'Altis. Mais ils ne trouvent toujours aucun accord. En réaction, Altis prépare un plan B. Ils vont identifier 10 milliards d'euros d'actifs qu'il peut mettre hors de portée des créanciers. En clair, ils n'en verraient pas la couleur si Altis faisait faillite. On appelle ça des actifs non restreints. En parallèle, Altis paye les échéances 2025 de ses 3 plus gros créanciers, BlackRock, PIMCO et Elliott, pour négocier. Drahi réussit à détendre un peu les négociations et à se mettre les plus influents dans sa poche. Là, pour le coup, c'est vraiment un coup de poker pour faire plier les créanciers, mais ça marche. Ils comprennent qu'ils risquent de tout perdre, en fait. Alors, certains s'ouvrent aux discussions, et c'est comme ça que les négociations aboutissent à une réduction de dette de 8,6 milliards d'euros, et en échange, Drahi leur cède 45% du capital et leur verse 2,6 milliards d'euros. Donc concrètement, les créanciers récupèrent du cash, du capital et des forts taux sur les dettes restantes. En plus, Altis se porte mieux et a plus de chances de les rembourser. Bref, Drahi réussit à garder le contrôle sur son empire tout en obtenant une réduction de dette rarement vue en Europe. Mais comme souvent, vous vous en doutez, dans ces milieux, Patrick Drahi n'est pas seul. Il est accompagné par des conseils, des banquiers d'affaires, des avocats fiscalistes
Disons que Drahi est connu dans le milieu pour ses pratiques fiscales assez agressives. Ses holdings sont localisés aux Pays-Bas, où les dividendes sont assez peu taxés, et au Luxembourg, où la fiscalité sur les transferts entre filiales est assez avantageuse. Ces sociétés immobilières, elles, sont localisées dans le Delaware, et ses jets sur l'île de Man, comme les Dassault d'ailleurs, puisque l'île offre une fiscalité très intéressante sur les jets. Et pour l'anecdote, tenez-vous bien, il est allé jusqu'à divorcer pour des raisons fiscales. Il faut que je vous raconte ça. On est en 2017, les inspecteurs fiscaux suisses font une trouvaille sur Lina Drahi, officiellement divorcée de Patrick depuis 2005. Alors, Drahi a longtemps résidé à Genève, mais avec l'aide de ses avocats, il négocie avec les cantons suisses en les mettant en concurrence pour obtenir des régimes plus favorables. Et comme ça, il réussit à obtenir ce qu'on appelle un forfait fiscal. En clair, ça va être une somme fixe qui ne bouge pas, calculée sur la base de son train de vie. En fait, ça lui évite d'être imposé sur son capital, par exemple. En fait, il va d'abord déménager à Rolle, puis dans la station de ski Zermatt, où il s'achète 7 chalets. Mais le problème, c'est que Lina doit à ce moment résider 10 ans au même endroit à Genève pour obtenir la nationalité suisse. Mais le problème, c'est que s'il reste marié, Drahi doit lui aussi être imposé dans le canton de Genève, ce qui ne l'arrange pas d'un point de vue fiscal. La solution est toute trouvée, il divorce de sa femme, c'est absolument fou, mais c'est bien vrai. Patrick Drahi, c'est la folle histoire d'un homme parti de rien qui a bâti un immense empire en s'endettant. Ceux qui l'ont côtoyé le considèrent comme un génie de la finance. Il paraît même que quand il lit un bilan comptable, il voit instantanément ce qui cloche. En mettant les plus grands financiers dans sa poche, il a pu enchaîner les acquisitions et devenir l'un des leaders du câble en France. Aujourd'hui, il serait à la tête d'une fortune de 8,6 milliards d'euros, faisant de lui le 17e homme le plus riche de France. C'est la fin de cette vidéo, un grand merci à tous de l'avoir regardé. D'ailleurs, j'en profite, n'hésitez pas à vous abonner, vous le savez, c'est hyper important pour nous, pour le développement de cette chaîne et pour que l'on puisse vous proposer toujours plus de formats sur les histoires passionnantes du business.